Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Ils crient tous au crack. Je sais pas si les algos du web, de Facebook, de YouTube, des journaux du web me retargetent. Pourtant, je ne fais pas de recherche en rapport avec le crack boursier, mais pourtant, dans mon flux d'informations, je ne vois que des vidéos là qui défilent et qui sont titrées le crack du Bitcoin, des crypto-monnaies, le crack obligataire et l'inflation qui va remonter. Ray Dalio qui nous a envoyé une petite interview en mode ils vont interdire les crypto-monnaies, le Bitcoin, les États sont en train d'interdire tout ça. Le marché action qui a trop monté, on est dans une période d'euphorie et un crack boursier d'une importance de celui qu'on a vécu entre 2000 et 2002, donc implosion de la bulle Internet, nous pend au nez. Bref, la bulle des bulles de toutes les bulles est en train d'être crevée et tout va exploser. Donc, quand on n'a que des informations négatives comme ça qui nous arrivent dans la tronche, à un moment donné, on commence à se dire mais c'est quoi ce bordel je comprends pas, j'ai une vision assez positive de tout ça. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Et voilà, ça commence à générer des émotions. On est tous des humains. Donc je vais vous expliquer tout simplement la stratégie que j'ai mis en place, moi, cette semaine, pour temporiser tout ça, pour voir si mes émotions étaient justifiées ou pas. Je vais vous donner tout simplement mon hack pour recadrer tout ça, pour recadrer la réalité de tout ça. Donc, on va faire l'analyse du marché obligataire, l'analyse du marché action, mais on va partir sur des unités de temps qui sont extrêmement longues. On va partir sur de l'annuel et redescendre trimestriel, mensuel, hebdo. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut regarder et quand c'est le moment de paniquer et quand il faut simplement se calmer, se détendre et regarder tout ça avec beaucoup de détachement. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Vous allez apprendre beaucoup de choses là pour le coup. Allez, on commence par l'analyse du Bitcoin en trimestriel. Donc, on est toujours là, ici, sur le deuxième trimestre du début du bull market sur le Bitcoin. Donc, pour rappel, sur le dernier bull market, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres de hausse. Là, on est au deuxième. Alors, c'est très bien parti, c'est parti très fort. Donc en principe, on devrait avoir une correction à un moment ou à un autre qui devrait chahuter pas mal d'investisseurs et tout le monde va crier à la fin du bull market sur le Bitcoin, alors qu'en fait, quand on monte très fort comme ça, les consolidations sont de très forte amplitude, mais elles ne remettent pas en cause le marché haussier. Donc on va descendre d'une unité de temps et on va partir sur du mensuel. Donc là, vous voyez le dernier marché haussier sur le Bitcoin, il a été très long et régulier, ça a accéléré sur les 3 derniers mois. Et voilà, ça s'est dégonflé. Là, actuellement, il est fort, il est long et régulier. Donc là, tout simplement, comme on est en début par rapport aux durées historiques du bull market des bull market sur le Bitcoin, on est en début. Donc là, on ne s'attend pas ici à ce que la prochaine correction soit annonciatrice de la fin du bull market. Et on va aller voir maintenant en hebdomadaire. Donc vous voyez que là, en hebdomadaire, en réalité, on a eu 1, 2, et là on est sur la troisième correction. La troisième consolidation, elle est ici. Elle est tout à fait saine, tout comme les autres étaient très saines. On n'a pas ici de mouvement de climax run, c'est-à-dire de mouvements paraboliques qui montent comme ça en ligne droite. Si on avait ça, là, il faudrait vraiment commencer à paniquer et à commencer à prendre des profits, beaucoup de profits, voire tous ces profits, quitte à rentrer après à nouveau sur la consolidation, si c'est une consolidation. Mais pour le moment, vu qu'on n'a pas eu ce gros climax run hyper violent, hyper dangereux, qui est annonciateur d'un potentiel top de marché, il n'y a pas de raison de paniquer. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Ensuite, on va descendre encore en journalier. Donc en journalier, pour rappel, on avait eu ici la cassure à la hausse. Donc on était censé partir dans une nouvelle tendance haussière. On avait la petite pattern ici en 4 heures qui n'a pas cassé par le haut. Ça s'est transformé ici en pattern en daily. Ça, vous pouvez le voir tout simplement avec les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, quand elles commencent à se restabiliser, là, comme celle du haut et du dessous, c'est que tout simplement, on repasse sur une consolidation sur l'unité de temps en question. Donc là, scénario le plus probable, encore une fois, à nouveau, c'est nos fameuses tasses et anses qui marchent
extrêmement bien sur les actifs qui sont très bullish, qui sont très directionnels, qui ont une belle volatilité haussière. Donc ça, c'est le scénario le plus que je privilégie, hein, tout simplement. Après, bien entendu, ça peut très bien partir vers le sud, mais je ne privilégie pas du tout ce scénario. Si on part vers le sud, on aura tout simplement, hop, une vraie grosse consolidation en hebdomadaire qui serait même accueillie comme quelque chose de relativement sain. Mais pour moi, c'est pas du tout le scénario baissier là que je vous, enfin baissier de grosse consolidation avec de la volatilité, c'est pas du tout celui qui est privilégié pour le moment. Pour le moment, ta séance, on repart. Et très probablement, là, boum, ça devrait accélérer fort. En fait, le plus long est ta séance, la plus longue est cette consolidation et le plus de probabilité, on a de voir apparaître un beau mouvement de hausse si on casse le pivot à la hausse, tout simplement. Allez, avant de passer à la suite, je vous ai préparé dans les emails privés une semaine à thème qui est très particulière. Si la suite de cette vidéo là, que vous allez vous apprêter à regarder, elle vous plaît, croyez-moi, les emails que je vous ai préparés, les emails privés qui vont être distribués lundi, mardi, jeudi et vendredi, ça va être de la bombe, ça va être une pépite pour vous. Vous allez adorer parce qu'on va pousser vraiment les raisonnements, les questionnements bien plus loin encore que ce que je vais vous présenter dans cette vidéo là que vous regardez. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à mes emails privés, le lien est en description. Vous laissez votre email, vous allez recevoir un mail de confirmation confirmé et vous pouvez vous désinscrire à tout moment sans aucun problème. En scrollant tout en bas des emails que vous recevez de ma part, vous cliquez sur vous désinscrire et voilà. Donc c'est pas du spam, je suis là juste pour vous aider à mieux vous sensibiliser au monde de l'investissement, au monde de la spéculation, vous donner des outils, une vision des choses et à vous partager aussi des petites anecdotes de ma vie perso, mes expériences plus ou moins négatives. Donc là, vous allez voir d'ailleurs cette semaine, il y a des trucs sympas, mais bon bref, je vous en dis pas plus, c'est top secret, il n'y a que les membres de la communauté privée qui reçoivent mes emails qui auront accès à ces petites pépites. Allez, je passe à la suite de la vidéo. Allez, cette semaine pour l'analyse du SP500, on va prendre un petit peu de hauteur et on va partir de l'unité de temps en année et descendre vers du trimestriel, du mensuel, de l'hebdomadaire et du journalier pour que vous voyez comment un petit peu s'alignent les analyses, les comportements des cycles et la psychologie des foules au sein de ces cycles. Donc première chose, là on a les datas de cet indice depuis, voilà, on est en 1954, on a eu un énorme bull market jusque dans les années 70. Pendant les années 70, ici 73, 74, vous voyez qu'ici c'était un marché en range, c'était d'ailleurs aussi une période qui était très inflationniste. En 1980, quand on s'est sorti de cette période inflationniste et qu'on a vécu la grande période des inflationnistes que l'on est en train de vivre encore actuellement avec des taux au ras du plancher, on a une première vague qui s'est déroulée entre 1979-1980 jusqu'à un top en 2000 et le top s'est fait avec notamment la bulle des technos. Le Nasdaq a poussé très fort sur ces 2 dernières années. En général, quand on arrive sur un top de marché, on a toujours des secteurs qui explose tout, l'irrationalité est complètement folle, où l'intérêt et le désir des investisseurs pour devenir riches et faire de la bourse et en fin de cycle est donc poussé à l'extrême. On appelle ça des marchés qui sont dans l'irrationalité la plus totale. Ensuite, 2000 jusqu'à 2012, on a fait un nouveau range. Donc ce nouveau range, il ressemble étrangement à celui des années 70. Pendant les années 70, on était dans une période très inflationniste. Pendant les années 2000 jusqu'à 2012, donc à peu près la même période, eh bien l'inflation n'est pas remontée, mais à l'opposé, on a fait marcher la planche à billets pour, au lieu de monter, au lieu qu'on laisse l'économie, entre guillemets, imposer ses taux directeurs, imposer son rythme, le paradigme des banques centrales a pris le dessus et a injecté de la monnaie pour prendre tout ça en main et stabiliser au mieux la machine pour qu'elle ait le contrôle, les manettes sur cette énorme usine à gages, cette machine diabolique que sont les marchés financiers et l'économie. Ensuite, boum, 2013, on s'extrait de cette base et on rentre dans un nouveau bull market. Les bull markets, c'est pas des événements qui durent 1, 2, 3 trimestres. C'est des événements qui, vous le voyez, 1980, 2000, 20 années. Les bull markets sont des
très longs cycles économiques au sein desquels on va avoir effectivement à certains moments des cracks ponctuels. On a eu le crack de 1987. Est-ce que vous le voyez sur ce graphe en annuel? On a du mal, hein. C'est juste la période un peu volatile, hein. Cette barre ici, 1987, l'année 1987, on voit qu'au sein de cette année, on est monté très haut, on est redescendu, mais l'année d'après, 88, 89, etc., on a continué. Vous voyez, là, pareil, en 2020, est-ce qu'on voit la crise du coronavirus? On la voit pas, l'année 2020 était positive, on voit simplement une mèche vers le bas. C'est-à-dire qu'au sein de cette année, on est allé chercher bas, puis on est remonté, on a fini en positif. Un petit peu comme ce qui s'est passé en 1987. Donc c'est simplement pour vous expliquer, quand on est dans un cycle haussier, il peut y avoir des événements qui sont extrêmement forts, qui sont majeurs au sein de ces cycles. Le cycle emporte tout à la hausse. On peut avoir un attentat, on peut avoir de la famine, on peut avoir des taux de chômage qui sont très importants, on peut avoir tout un tas d'événements dont personne n'a encore connaissance. Tant qu'on est dans un gros cycle haussier avéré, hein, qui tient le coup, c'est-à-dire, comme on va le voir tant qu'on n'a pas un gros support en mensuel qui est cassé par le bas, eh bien, la plupart de ces crises ponctuelles sont éphémères, sont des épiphénomènes et n'impactent pas, ne retournent pas un cycle juste parce qu'il y a de la peur à court terme. Donc, comprenez que là, hein, depuis 2013, on est dans un puissant cycle de hausse et on a encore énormément de marge, hein, sur le SP500. On a vraiment beaucoup de marge à la hausse. On va descendre maintenant en trimestriel. Donc forcément en trimestriel, on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Là, on voit bien ici, hein, en 1987, le crack de 1987. On voit aussi, hein, entre janvier et mars 2020 le crack du corona. On voit un petit peu mieux ce qui se passe, hein, pendant les cycles de hausse. Pour autant, on voit que ça se maintient très bien. Et là, depuis 3 trimestres, on est reparti dans une nouvelle vague impulsive. On a eu une grosse consolidation ici entre janvier 2018 et juillet 2020. Donc on s'est quand même tapé pratiquement 2 années, hein, 2 bonnes grosses années de stagnation. Et là, depuis 2 trimestres, on recommence à partir. Donc le potentiel de hausse, à mon sens, on a encore du potentiel de hausse sur ce cycle puisqu'on est vraiment juste à 2-3 trimestres de hausse par rapport à la base qui a été cassée. Donc on est censé être plus au début qu'à la fin. Ensuite, on va passer sur du mensuel. Le mensuel, ce qui est pas mal, c'est que ça nous permet de timer, d'avoir un signal qui est très fort quand on a un retournement de cycle long terme. Vous savez, le cycle de 15-20 années, eh bien, quand on a une cassure d'un gros support mensuel, donc en mensuel, on casse et on clôture en dessous d'un gros support, en dessous d'une bande de Bollinger mensuelle à 20 périodes, à 20 mois, là on peut se dire oulala, ça craint, ça devient chaud, on va commencer à se calmer sur la spéculation et si on a des positions fortes ou des convictions fortes à l'achat sur des actions, on va essayer de sous-pondérer, hein, la partie de sa classe d'actifs qui est action. Vous voyez ici, hein, pendant le mois de février 2001, c'est là où on a cassé un gros support, hop, à long terme. On est venu aussi clôturer en dessous de la bande de Bollinger mensuelle à 20 mois, chose qui n'était pas arrivée, hein, depuis le dernier marché haussier. Donc, vous voyez, c'est comme ça, hein, qu'on arrive à différencier un petit peu ce qu'est du bruit de marché, donc des crises passagères, mais qui ne remettent pas en cause le cycle, d'un signal potentiel de fin de cycle. Donc là, si vous vous souvenez, pendant l'année 2020, pendant la crise coronavirus, j'arrêtais pas de vous répéter, on guette, on surveille ce support-là, que je vous ai, qui est toujours resté en gras, on surveille la clôture mensuelle sous cette bande de Bollinger mensuelle, hein, à 20 mois, et si on commence à casser en dessous et que c'est validé, là c'est chaud, là ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du grand cycle que je vous ai montré juste avant en trimestriel et en annuel, on a potentiellement un signal de retournement. Ce signal, à aucun moment on l'a eu, à aucun moment vous voyez une clôture en dessous. Non, on a juste eu pas mal de volatilité et là, depuis le mois d'août 2020, boum, on est en train de repartir. Donc voilà.
ça vous permet de resituer ce qui se passe, hein. Prenez toujours de la hauteur, prenez toujours de l'ampleur quand vous entendez, quand des gens vous envoient des emails, quand des vidéos, des suggestions de vidéos YouTube vous sont proposées, quand un expert est interviewé sur YouTube, sur BFM, sur un plateau télé, quand vous avez des peurs, la première chose à faire, c'est OK. Je ressens quelque chose, maintenant je vais voir ce que les marchés font. Et il faut vraiment distinguer deux choses. Une croyance qu'on a, une croyance passagère, parce que des fois, d'un mois sur l'autre, on a des croyances opposées, et ce qui se passe concrètement sur les marchés. Et cette stratégie de monter dans les unités de temps pour définir des cycles, tout en descendant, et plus on descend, et plus on va voir que on descend en fait sur notre zone de peur, mais qui n'est pas forcément justifiée dans le cycle économique dans laquelle notre peur s'inscrit à très court terme. Eh bien, en faisant cette analyse, en faisant ce recoupement d'informations, ça nous permet de vachement plus être à l'aise, de beaucoup plus pondérer nos peurs, de se dire « Ok, là j'ai raison d'avoir peur » ou « Non, là je n'ai pas raison d'avoir peur » et on va attendre tranquillement que la peur passe et je ne vais pas prendre de décision sous le coup de ma peur. Donc voilà, ça c'était une chose très importante. On va passer maintenant sur l'hebdomadaire. Donc comme d'habitude, comme chaque semaine, hein, on a notre petite analyse du SP500. Là, on est en train de casser. Moi, je m'attendais à ce que la consolidation soit un petit peu plus longue. Bah, là, on est en train de casser une zone de pivot, la zone de résistance. Et très probablement, à partir de la semaine prochaine, on sera à nouveau sur des plus hauts historiques sur le SP500. Donc bah voilà, on est haussier sur toutes les unités de temps sur l'indice SP500. Donc si vous avez des positions spéculatives, il y a certains secteurs, il y a les rotations sectorielles qui sont en train de se faire, les valeurs technologiques, hein, on le voit sur le Nasdaq, qui ont plus monté, qui ont plus monté depuis la crise Corona, elles ne sont pas sur les nouveaux plus hauts, elles sont toujours en train de consolider dans un range avec de la volatilité et on a des nouvelles valeurs qui sont en train de reprendre le leading pour potentiellement la prochaine vague de hausse du marché. On va maintenant partir sur une analyse de la même façon sur le marché obligataire parce que là actuellement les taux sont remontés à très court terme, ils se sont normalisés aux États-Unis je parle, hein. Donc on est beaucoup plus dans une situation normale aujourd'hui qu'on ne l'était il y a quelques semaines quand les taux ils étaient vraiment trop près du plancher. Donc là, il laisse un petit peu respirer pour que l'économie puisse se réassainir et repartir. Mais donc forcément, du coup, à chaque fois que ça arrive, à chaque fois que les taux remontent un petit peu rapidement à court terme pour se renormaliser, parce que je vous rappelle, il y a eu la crise Corona, on a l'activité des banques centrales a dû ajuster pour éviter la crise. Donc ils ont fait des ajustements, ils ont très fortement baissé les taux, ils ont fait des injections monétaires, donc on a évité le pire. Mais maintenant, maintenant que le pire est derrière nous, que tout est bien reparti, il laisse respirer un petit peu pour que ça se renormalise. Et donc forcément, à chaque fois que ça arrive, à chaque fois qu'il y a une augmentation des taux, il y a tous ceux qui ont un scénario inflationniste en tête. Moi, le premier, mon analyse, si j'écoute mes croyances et mes émotions, vu que les taux n'ont pas arrêté de baisser depuis plus de 20 ans, le scénario le plus probable, ça reste quand même un scénario où on devrait rentrer dans les 20 prochaines années dans une inflation qui sera légère à modérée autour de 2 à 4%. Certainement pas une hyperinflation, même si ça peut arriver dans certains pays. Mais à mon sens, on devrait rentrer dans un cycle qui sera un petit peu plus inflationniste et qui est censé être défavorable aux obligations, notamment pas la valeur nominale, pas la valeur faciale qui s'affiche sur votre compte de bourse, puisque ça continue d'augmenter quand les coupons sont réinvestis, mais plutôt sur la valeur nette de pouvoir d'achat, donc ajustée au CPI, à l'indice d'inflation. Donc bref, je voulais juste remettre les pendules à l'heure avec une petite analyse. On va partir de l'annuel et pareil, on va redescendre jusqu'à de l'hebdomadaire. Donc tout le monde crie à l'inflation, à l'hyperinflation, il faut revendre les obligations, ça ne va faire que baisser, c'est la cata, etc. Donc voilà, là on a les obligations d'État américaines les plus longues, donc les plus volatiles, à une échéance de 30 ans. Donc vous voyez qu'on est dans un puissant bull market depuis 1989, ça monte et qu'effectivement il y a des années où ça consolide, où ça baisse, on a des baisses ici, vous voyez, tac, là, ces baisses, sans les coupons réinvestis, sont de l'ordre de moins 26%, ici, on est de l'ordre de moins 23%, ici, en 2009, on est de l'ordre de moins 17%, et si vous regardez, à chaque fois que ces baisses fortes ont eu lieu, eh bien le marché action a surcompensé à la hausse cette baisse. Donc pour tous ceux qui utilisent les obligations d'État à long terme pour pondérer
et pour ajuster, pour couvrir leur portefeuille financier. C'est quelque chose qui a marché pendant des cycles inflationnistes, qui a marché pendant les cycles de désinflation et qui a de fortes probabilités de continuer à marcher si la Fed laisse les taux se normaliser. Donc là, actuellement, vous voyez que cette année-là, donc l'année 2020, on est dans une petite consolidation actuellement, on est à moins 9%. Ici, on a eu la même chose en 2013, on était sur du moins 10, 92%. Donc là, actuellement, ce qui se passe, on n'est pas du tout dans un crack obligataire, hein. Là, si on regarde ce qui se passe d'année en année, on est sur quelque chose d'absolument normal, en tout cas pour le moment. En trimestre. Donc vous voyez par exemple là, ça on pourrait dire, attention, crack obligataire, les obligations en valeur faciale ont perdu toute leur valeur. Non, parce que ces années-là, on était dans des périodes très très inflationnistes. Les coupons qui étaient versés chaque trimestre, chaque année, surcompensaient à la hausse les baisses qui étaient présentes ici. Donc là, vous voyez qu'en trimestriel, on a un marché qui est haussier. Je peux vous tracez la trendline. Donc voilà, en trimestriel, sur le long terme, le marché haussier. Le moment où on pourrait se dire, parce que les cycles sur le marché des obligations est à très très long terme. Donc voilà, davantage, regardez ce qui se passe sur les ruptures de support en trimestriel qu'en mensuel. Encore une fois, si vous faites de l'analyse de cycle sur les cryptos, vous allez davantage regarder ce qui se passe en hebdomadaire. Si vous faites de l'analyse sur les indices boursiers, ce sera hebdo plus mensuel. Si vous faites de l'analyse de cycle sur les obligations d'État à très long terme, ça va davantage être sur du mensuel trimestriel. Donc le trimestriel, ça va être davantage ce qu'on va surveiller pour timer un retournement de cycle à la fameuse fin du cycle désinflationniste vers le nouveau paradigme d'un cycle avec une inflation modérée et un nouveau paradigme qui pourrait ne jamais émerger au cours des 20 prochaines années. Là, on est toujours dans des croyances, dans des craintes. Ces craintes, à chaque fois que les taux montent, elles reviennent. Ça titre dans les journaux, ça en parle sur YouTube, etc. Mais encore une fois, regardez les graphes, regardez les cycles et ça vous permettra de temporiser vos peurs à court terme. Donc là, actuellement, le gros pivot, je vais vous le mettre en bien gras, comme pendant la crise du coronavirus sur les indices boursiers, il est là. Il est ici. Donc avant qu'on parle du fin de marché haussier sur les obligations d'État, il va falloir qu'on descende quand même pas mal loin et qu'ensuite on vienne clôturer en trimestriel en dessous de ce gros support. Donc la bande de Bollinger inférieure en trimestriel devra être cassée en mensuel. Le support que je vous ai mis devra être cassé en trimestriel. Tout ça en trimestriel, on a encore le temps de voir. Et pareil, ça laisse quand même pas mal de l'ordre de 17% de baisse avant qu'on soit en mode « Oula, on va surveiller vraiment ce qui se passe. On va voir si on est dans quelque chose de très alarmiste ou pas. » Donc ça, c'est vraiment... On passe d'un paradigme à un autre. Donc on est très loin. Donc tous ceux qui vous disent ça y est, on est dans le crack obligataire, c'est la fin. On est très loin de tirer ces conclusions-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas. On peut très bien chuter en ligne droite et passer en dessous, mais c'est très très peu probable. Et avant qu'on ait un vrai signal, il y a de la marge. Maintenant, le scénario le plus probable, vous voyez que cette trendline, là, cette énorme trendline, elle a servi la plupart du temps de support, de zone de support pour accueillir les rebonds du marché obligataire. Donc là, on va commencer à entrer dans cette zone où les acheteurs vont commencer à se dire « Ok, là, ça redevient intéressant d'en mettre en portefeuille ou de surpondérer. Le marché obligataire a pas mal corrigé. J'ai du cash, j'ai un rééquilibrage de portefeuille à faire. Je recommence à avoir des taux qui sont réels, des vrais coupons sur le marché obligataire. Donc là, j'arrive dans une zone où je vais pouvoir commencer à en réaccumuler en portefeuille. Donc ça va être la logique des investisseurs à long terme vis-à-vis de cette classe d'actifs. On arrive sur des zones ici ou même ici par la suite qui vont déclencher ce type de raisonnement donc pour tous les investisseurs à très long terme. Donc vraiment, ces deux zones-là devraient en principe servir de rebond, tout simplement de rebond. On est très très loin du crack obligataire dont j'ai pu entendre parler, notamment sur des vidéos YouTube du marché américain. Mais bon, qui annonce la fin du... C'est toujours la même chose, on annonce
La fin du Bitcoin, la fin des actions, la fin du marché obligataire, la fin de l'or, la fin de tout en fait, la fin de l'être humain. Mais ouais, bon, en attendant qu'on meure, hein, on a quand même une espérance de vie autour de 85 ans si tout se passe bien. Donc vivons heureux. Et effectivement, quand on aura autour de 85 ans, là on pourra se dire, ça sent le roussi, statistiquement, les probabilités sont assez fortes pour que ça sente la fin pour nous. Mais heureusement, on a les enfants qu'on a fait et les petits-enfants qui sont là pour continuer le schmilblick avec idéalement les belles valeurs qu'on leur a transmises. Donc pour conclure cette vidéo, on en revient à ce graphe du SP500, on a encore de belles années devant nous sur ce cycle. Hein. C'est un petit peu, on est un petit peu pour moi là, le choc de volatilité qu'on a eu en 87, c'est un petit peu le choc de volatilité qu'on a eu pendant la crise du Corona. Et là derrière, il y a eu encore à mon sens, on a encore de très 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 belles années. Donc pour tous les swing traders, que vous soyez des swing traders en daily, en hebdo, en principe, il devrait y avoir des très belles rotations sectorielles avec des nouvelles opportunités qui vont s'afficher au cours des prochaines semaines. Probablement, les valeurs technologiques qui sont en train de respirer vont reprendre du poil de la bête. Et tout ça pour vous dire que, eh bien, c'est vraiment des très très belles années. Hein. Moi, j'ai vécu le marché baissier de 2008. Je peux vous assurer que pendant pratiquement 2 années, rien faire, être dans une ambiance complètement morose et ne rien avoir à se mettre sur la dent, c'était vraiment des conditions de marché qui n'étaient pas très joyeuses. Actuellement, on a la chance d'avoir pratiquement 10 années, probablement 10 années devant nous encore de hausse. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous aimez la spéculation, formez-vous. Là, je vous ai mis en description de cette vidéo le lien vers cette page. Donc en 3 étapes, je vous donne simplement les formations, moi, qui m'ont servi à créer une partie de mon patrimoine financier pendant que les années où je faisais de la spéculation en swing trading daily. Donc ça, c'est tous les outils que j'utilisais pendant cette période, que j'utilise encore à certains moments quand je fais des swing trading daily. Il y a tous les outils, toutes les formations, les différentes anomalies de marché. Donc tout cela est expliqué en 3 étapes. Actuellement, vous avez la possibilité d'acquérir un pack à moins 30% avec les 7 formations qui sont dans ce pack. Dimanche soir à minuit, donc demain soir à minuit, je retirerai tout simplement ce pack. Jusqu'à présent, ce pack était encore accessible sur mon site. Hop, c'est retiré. Donc voilà, vous avez jusqu'à demain soir tout simplement pour vous décider. Tout en bas de cette page, je vous ai mis aussi l'accès au replay d'une webconférence. Donc là, vous avez le lien en direct et vous pouvez tout simplement télécharger mon livre ici au format PDF et regarder cette webconférence. Donc vous avez 1h46 de super bon contenu. Il y a aussi la partie questions-réponses qui dure 47 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Et encore une fois, si vous souhaitez vous former au swing trading, eh bien c'est le moment, c'est parti. Vous avez jusqu'à demain soir pour récupérer ce pack et là vous avez vraiment tous les outils pour faire de la spéculation, notamment en daily et profiter vraiment de la vélocité, de la rapidité des marchés haussiers que l'on est en train de vivre actuellement.